Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux revues systématiques et méta-analyses. Je m'appelle Ihsan Mamouchi et j'ai fondé la plateforme Epireux afin de partager des notions de méthodologie de recherche scientifique et de lecture critique des données pour les étudiants et les jeunes chercheurs. Nous allons voir à travers cette vidéo qu'est-ce qu'une revue systématique de la littérature et une méta-analyse, pourquoi en faire, quel est son intérêt, quels sont les préalables pour les faire et comment les faire de façon simple, méthodique et efficace. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'une revue systématique de la littérature? Une revue systématique est, comme son nom l'indique, une revue dans laquelle les preuves sur un sujet ont été identifiées d'une façon systématique, évaluées et résumées selon des critères prédéterminés. Ainsi, cette revue va porter sur une question clairement définie qui utilisera une méthode systématique et explicite pour identifier, sélectionner et évaluer d'une façon critique les études pertinentes et enfin collecter et analyser les données issues de ces études. Il existe deux types de revues systématiques de la littérature. Une revue systématique dite qualitative, où les résultats des études seront résumés mais ne seront pas statistiquement combinés, et une revue systématique de la littérature quantitative, où en plus des étapes précédentes, nous allons combiner les résultats individuels de plusieurs études indépendantes en un résultat commun qui figurera dans la méta-analyse. Mais ceci sous-entend certaines conditions que nous verrons plus loin. Différents types de revues systématiques de la littérature existent selon le type de questions posées et le type d'études utilisées. Ainsi, nous pouvons faire une revue systématique sur une question diagnostique, sur une question thérapeutique ou sur une question pronostique, en résumant des essais cliniques, des études observationnelles ou parfois des cas cliniques, ce qui est plus rare. Il existe également des méta-analyses en réseau et des revues systématiques dites en umbrella que je ne développerai pas dans cette présentation. Pourquoi faire des revues systématiques de la littérature? Quel est leur intérêt? L'intérêt premier de la revue systématique est de conduire une synthèse objective en utilisant une méthode systématique et exhaustive pour pouvoir avoir une conclusion à partir de l'ensemble des études publiées. Ainsi, cette revue systématique, contrairement aux revues narratives, va résumer les preuves d'une manière actualisée et fiable, ce qui va intéresser plusieurs acteurs. Elle constituera une aide aux cliniciens pour connaître les actualités dans leur domaine. Elle procurera des preuves scientifiques aux décideurs pour juger des risques, bénéfices et préjudices des attitudes et des pratiques dans le domaine de la santé. Elle permettra aux patients et leurs proches d'avoir le résumé des conclusions de recherche. Elle procurera une base de départ pour l'établissement des recommandations de pratiques cliniques. Et enfin, elle sera un argument supplémentaire à présenter aux promoteurs visant à financer une nouvelle recherche. L'impact de ces revues systématiques et méta-analyses sont justifiés par le fait qu'elles figurent au sommet de la pyramide de l'évidence. Je vous mettrai en lien une vidéo qui développe cette notion. Ceci dit, cela a changé. Avant, le niveau de preuve était déterminé par le type d'étude. Mais actuellement, le niveau de preuve est déterminé par le type et la qualité de la preuve. Ainsi, on comprend qu'une méta-analyse et une revue systématique qui résume des études de mauvaise qualité méthodologique, biaisées, ne pourra apporter une synthèse que de mauvaise qualité. Les anglo-saxons ont l'habitude de dire garbage in, garbage out. Si à la base, vous avez des études de mauvaise qualité ou de faible niveau méthodologique, quand bien même vous ferez une méta-analyse qui suivra une méthodologie rigoureuse et scientifique,
le résultat ne pourra pas être excellent. Avant de voir le comment des revues systématiques, il faudra vérifier est-ce qu'il existe une revue récente sur le sujet et publiée. Si elle existe, à ce moment-là, il faudra se demander dans un second temps quelle sera la valeur ajoutée de ma revue systématique si je la fais. Comment faire pour savoir s'il existe une revue? Soit elle est déjà publiée, donc elle va figurer sur les moteurs de recherche, soit on va chercher sur des bases de données où on enregistre les protocoles de ces études, tels que Prospero, où seront collégés l'ensemble des protocoles des futures revues systématiques ou des revues systématiques en cours. Maintenant, nous allons voir en pratique comment rédiger une revue systématique sur le plan rédactionnel pur et sur le plan méthodologique. Sur le plan rédactionnel, la revue systématique répond aux mêmes règles qu'un article scientifique et donc elle répondra à la structure IMRAD. Avec comme guise d'introduction un chapitre où nous allons présenter le problème et annoncer les éléments spécifiques de la revue et son objectif. Au niveau de la partie méthodologie, nous allons décrire le type de recherche qu'on a faite et l'évaluation de la qualité des études retrouvées. Au niveau de la partie résultats, nous allons décrire les résultats trouvés dans les études éligibles. Nous décrirons ensuite les caractéristiques et la qualité des études sélectionnées. Et dans la partie discussion, nous résumerons les résultats et leurs limites, ainsi que leur implication pour la pratique médicale. Je vous encourage à suivre les recommandations Prisma dans la rédaction de votre revue systématique de la littérature. Ces recommandations vous permettent de suivre pas par pas les différentes notions et éléments qui doivent figurer dans votre article pour faciliter sa publication. Il existe également une checklist Prisma spécifique au protocole de la revue systématique de la littérature, que vous pourrez également utiliser dans la rédaction du protocole avant de commencer l'étude. Passons maintenant aux 4 étapes pour réaliser une revue systématique de la littérature. Et on commence par la question. Formuler sa question de recherche. Ici, nous allons la formuler sous forme, il y a beaucoup de formes, PICO. P pour patient, population ou problème. I pour le type d'intervention, si c'est une thérapeutique, donc un médicament ou un protocole d'éducation thérapeutique par exemple. Est-ce qu'il s'agit d'un indicateur, d'un facteur de risque pronostic ou est-ce qu'il s'agit d'un score diagnostique selon le type de question posée. Le C, ça sera le comparateur, s'il existe un comparateur. Le O, ça sera l'outcome, donc le critère de jugement principal que je vais vouloir évaluer. Et le S sera le type d'étude qui va me permettre de répondre à ma question. Donc patient, population au problème, pour le P. I, ça sera l'intervention, l'indicateur ou l'indice. Le C sera le comparateur. Le O sera l'outcome. Et le S sera le type d'étude utilisée. Prenons l'exemple d'une méta-analyse dont la question est la prévalence de l'ostéoporose cortisonique chez les patients ayant un rhumatisme inflammatoire chronique en Afrique. Ici, la question n'est pas d'ordre thérapeutique parce qu'il ne s'agit pas d'évaluer l'effet d'un traitement, il ne s'agit pas non plus d'évaluer l'effet d'un facteur de risque, mais c'est une étude de prévalence. Nous cherchons à connaître la prévalence de l'ostéoporose cortisonique en Afrique. Est-ce qu'il y aura un comparateur? Non. Qu'est-ce que nous allons mesurer? Donc, c'est l'ostéoporose cortisonique et on va utiliser les principaux paramètres, les méthodes standardisées reconnues, qui sont la densité minérale osseuse, dans notre cas, et les types d'études. Comme il s'agit d'une méta-analyse de prévalence, nous utiliserons ici les études observationnelles et les études de cohorte. Pour le type de population, il faudra définir est-ce qu'il s'agit d'une population
basé à l'hôpital, parce que c'est un sous-groupe particulier, qui est en général à des facteurs de risque propres, ou est-ce qu'il s'agit d'une population communautaire dans une région donnée, dans une ville ou dans un État. Donc on comprend qu'à partir de notre problématique, nous allons devoir définir les mots-clés. Le but étant d'associer aux différents mots-clés des opérateurs booléens pour permettre de rédiger l'équation de recherche. Cette fameuse équation que nous allons mettre dans nos différents moteurs de recherche pour faire ressortir les études qui abordent la problématique posée. Donc ici, dans notre cas, il s'agit de voir toutes les études qui se sont intéressées à l'ostéoporose cortisonique. Donc il faudra mettre les différents termes de l'ostéoporose. On pourra mettre ostéoporosis, fracture de fragilité, fracture de hanche, fracture du poignet, fracture vertébrale, pour définir le groupe de notre population. Pour l'intervention, nous pourrons mettre les différents traitements relatifs à la cortisone. Au niveau du C, dans notre cas, toujours dans la question PICO, on n'en a pas. Au niveau du O, donc on va rechercher la densité minérale osseuse, si elle existe, une radiographie standard, à défaut des éléments cliniques. Et comme nous sommes en Afrique, nous allons rajouter une dernière partie à l'équation qui comprendra l'ensemble des pays africains, un par un, avec entre chaque pays l'opérateur OR, sans oublier le mot Afrique. Ce qui nous donne l'équation suivante. Donc, l'étape 1 était la formulation de la question de recherche. L'étape 2 était la rédaction de l'équation de recherche et la sélection des informations. Où est-ce que je vais rechercher ces articles? Je vais les rechercher dans les bases de données majeures, pertinentes, que je vais privilégier, sans oublier les autres sources d'informations selon mon sujet. Ici, comme il s'agit d'une étude africaine, je vais ajouter l'African Index Medicus et également toutes les recherches manuelles et la littérature grise où je contacterai les différents auteurs dont je sais leur intérêt pour la question pour savoir s'il y a des thèses ou s'il y a des articles qui n'ont pas été acceptés qui ont porté sur le sujet. On me pose souvent la question du Google Scholar en me disant que c'est un moteur de recherche qui nous donne beaucoup de publications. Comment est-ce qu'on va faire le tri? Il faut savoir qu'en moyenne, une revue systématique de la littérature prend entre 9 mois jusqu'à 5 ans. C'est un travail long, laborieux, mais qui est très utile s'il est bien fait, in fine. Donc il ne faut pas s'attendre à finir la partie recherche en 1 ou 2 semaines. Il faut prendre le temps, comme je dis, mettre des chaussures confortables, prendre son verre de thé ou son café, écouter de la bonne musique et faire la recherche méthodologiquement dans les différents moteurs en mettant dans tous les moteurs la même équation de base. Une fois cette première phase effectuée, il faudra sélectionner les articles sur leur abstract par rapport aux critères de jugement et au design de l'étude. Toute cette partie-là devra être réalisée par au moins 2 évaluateurs indépendants qui vont réviser chacun de leur côté chaque abstract choisi et confronter leurs résultats à la fin pour être sûr de ne rien oublier et discuter le cas échéant les publications pour lesquelles on n'est pas d'accord. Donc je récapitule. 1. On va formuler notre question de recherche par rapport à notre problématique. 2. On va transformer notre question de recherche en équation de recherche en raisonnant en mode PICO et en la faisant tourner dans les différents moteurs pertinents. Puis on sélectionnera sur l'abstract les articles éligibles. 3e étape, l'extraction des données qui correspond à la partie résultat de notre article. En général, les revues systématiques doivent comprendre au moins 3 tableaux et figures. Le premier étant le flowchart qui va nous montrer à partir de l'ensemble des études identifiées à la base sur notre équation de recherche
quels sont ceux qui ont été sélectionnés, quels sont ceux qui ont été éligibles et à la fin, quel est le nombre d'études finales inclus dans notre revue. Le deuxième tableau résumera les principales caractéristiques des études avec une première colonne où on va reprendre le nom du principal auteur, l'année de la publication de l'article, on pourra mettre le pays ou la région et les caractéristiques propres à notre étude qui semblent pertinentes et intéressantes dans notre thématique. Le troisième tableau, c'est l'évaluation de la qualité des études sélectionnées. C'est une étape primordiale pour passer ou pas à la méta-analyse. En effet, comme nous avons dit, la qualité de la preuve dépend du type d'étude et de la qualité des données. Donc, il faudra évaluer le type des différentes études que nous avons sélectionnées et que nous avons trouvées par rapport à notre problématique. S'il s'avère que les études sélectionnées sont de faibles risques de biais, nous pouvons passer à la méta-analyse. Et parfois, on ne fait pas de méta-analyse. On s'arrête à la rédaction de la revue systématique de la littérature sans pouler et combiner les différentes données parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Alors, comment se fait l'évaluation méthodologique des études incluses? C'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque de biais. Ceci se fait en respectant des grilles spécifiques au type d'études concernées. Vous voyez ici un certain nombre d'exemples. Si nous voulons analyser le risque de biais dans les essais cliniques randomisés, on peut utiliser la grille ROB. Dans les essais cliniques non randomisés, nous utiliserons le Robbins A. Dans les études cas témoins et cohortes, on peut utiliser Newcastle et Tawa. Pour les études transversales et ou de prévalence, la grille JBI, Joanna Brink Institute. Pour les cas et les séries de cas, le JBI pour les cas cliniques. Si on veut faire une revue systématique, des revues systématiques, on utilisera l'AMSTAR 2. Et dans les études diagnostiques, ça sera le QUADAS de Tools. Il existe d'autres grilles d'évaluation. Je ne vous ai cité ici que quelques exemples non exhaustifs. Dans le cadre de notre exemple où il s'agit d'une étude de prévalence, nous utiliserons donc le JBI qui comprend 9 items à évaluer. Est-ce que la question est appropriée? Est-ce que l'échantillon a bien été fait? Est-ce que la taille de l'échantillon est correcte? Est-ce que les sujets répondent à notre question? Est-ce que l'analyse des données a été bien faite? L'identification de notre intervention, est-ce qu'elle est correcte ou pas? Est-ce qu'ils ont utilisé des mesures standards ou pas? L'analyse statistique, est-ce qu'elle est correcte ou pas? Et le résultat total, comment on l'évalue? Pour chacune de ces 9 questions, on pourra répondre que ça a été fait, donc de façon correcte, ou mal fait, ou que c'est pas clair. Et à la fin, on apportera un jugement global pour dire est-ce qu'on exclut ou est-ce qu'on inclut cette étude dans l'analyse. Cette étape également devra être faite par 2 évaluateurs indépendants, au même titre que la phase d'extraction et de sélection des données. Donc au final, les étapes pour réaliser une revue systématique de la littérature sont 4. D'abord, on va formuler la question de recherche. Ensuite, nous allons rédiger l'équation et sélectionner les informations qui répondent à cette question. Troisièmement, nous allons faire une extraction des données. Et enfin, nous allons évaluer la qualité des études avec l'évaluation du risque de biais pour voir si nous allons faire ou pas une méta-analyse. La méta-analyse, qui, comme je vous l'ai défini plus haut, est une partie de la revue systématique de la littérature qui permet, via une méthode statistique, de combiner les résultats individuels de plusieurs études indépendantes en un résultat commun, ce qui va augmenter la puissance de cette étude. L'objectif des méta-analyses est de 1. Pallier à l'insuffisance des études, surtout si elles ont inclus de petits effectifs. 2. Estimer l'effet d'un traitement avec une plus grande précision par rapport à une étude individuelle et à remédier à des résultats qui peuvent être divergents dans certains cas. Nous pouvons retrouver une molécule efficace dans une étude et inefficace dans l'autre. Donc le fait de faire cette méta-analyse pourra apporter plus
d'éléments de réponse à notre question. Je développerai la méta-analyse sur le plan statistique dans une autre vidéo, mais sachez que sur le plan méthodologique, la mesure de la taille de l'effet dépendra de la nature du critère de jugement. S'il s'agit d'une variable qualitative, par exemple, la survenue d'une maladie, oui ou non, on utilisera des odds ratios, des risques relatifs. S'il s'agit d'une variable quantitative, telle que l'évaluation du niveau de la douleur, on utilisera la différence de moyenne entre les deux groupes. Et à chaque fois, ces résultats seront couplés à l'intervalle de confiance. Et comme dans les différents tests statistiques, on aura un P qui pourra être significatif ou pas. Et rappelez-vous, le fait que le petit p soit supérieur à 0,05, donc qu'il soit non significatif, voudra dire soit qu'il n'existe pas de différence entre les deux groupes, soit que la puissance de la méta-analyse n'est pas suffisante. La synthèse de la mesure de l'effet se fait sur le forest plot, où on voit le fameux diamant qui nous résume la taille de notre effet. Mais ce à quoi aussi il faut faire attention, c'est l'hétérogénéité. Simplement, l'idée de base est que dans la méta-analyse, nous allons combiner des résultats individuels de différentes études indépendantes en un seul résultat. Pour que cette combinaison soit, on va dire, logique et efficiente, il faudrait que ces différentes études ne soient pas trop différentes, ne soient pas trop disparates, ne soient pas très hétérogènes. En pratique, si les populations sont très différentes, si l'intervention est très variable, avec des doses différentes à chaque fois, si le critère de jugement varie, le résultat de notre méta-analyse ne sera pas bon. Dans le cadre d'une méta-analyse, on va mesurer la taille de l'effet et on va aussi tester l'hétérogénéité des études. On peut le faire par un graphique ou par un test statistique. Bref, pour finir, en conclusion, retenez que le niveau de preuve dépend du type de l'étude et de la qualité de la preuve. Donc, la méta-analyse et la revue systématique n'est pas le sommet de la pyramide de l'évidence, quel que soit X. Ça dépendra de la qualité des études qui sont introduites dans cette revue systématique. 2. Dans le cadre d'une revue systématique, nous utilisons une méthodologie qui passe par 4 phases essentielles. D'abord, on formule notre question de recherche. Ensuite, nous allons la traduire en équation qu'on va introduire dans les différents moteurs de recherche. On va recueillir et synthétiser les principaux résultats. Cette phase de sélection et d'extraction de données doit être faite par 2 évaluateurs indépendants à chaque fois. Donc, troisièmement, l'extraction des résultats. Et quatrièmement, l'évaluation du risque de biais, où on utilisera différents types de grilles d'évaluation propres à la question posée. Enfin, la méta-analyse va nous permettre de faire une estimation de l'effet commun, sans oublier l'évaluation de l'hétérogénéité et des biais de publication. Si vous voulez en savoir plus, voici quelques ressources bibliographiques sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à tester, à réaliser au moins une revue systématique de la littérature pour voir exactement quel est son effet. C'est vrai que c'est un peu fastidieux au début, mais in fine, quand on voit le résultat et le travail accompli, franchement, c'est, comme dit ma fille, satisfaisant. Alors, bon courage et n'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos commentaires sur le sujet. À très vite pour une nouvelle vidéo.